Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Global Progress. Alors, Anne-Carine, vice-présidente de Global Progress, qu'avez-vous à nous présenter aujourd'hui? Éric Jean, notre président, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette série de rendez-vous qu'on a décidé de mettre en place suite à une pression de notre service de communication relative à l'ensemble des questions qu'on recevait. Donc on s'est dit, on prend le temps, court temps, pour approfondir avec vous certains sujets qui nous semblent importants et qui, nous l'espérons, vous aider à mieux comprendre ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Alors, première question qui revient assez régulièrement, c'est donc vous voulez changer le monde? Ça, c'est effectivement une question qui est récurrente et à laquelle, en fait, on n'a qu'une seule réponse à apporter. Exactement. C'est oui. Nous voulons changer le monde. Que vous y croyez ou non, qu'on vous l'ait dit 500 000 fois, que ce soit jamais arrivé, gardez-le à votre esprit, oui, nous voulons changer le monde. Alors, non seulement on veut changer le monde, mais en plus, nous avons les moyens de nos prétentions. Et nous allons, tous ensemble, changer le monde. En réalité, ce qu'on veut, c'est pas sauver le monde, c'est changer le monde. L'objectif, en fait, c'est qu'on rentre dans une dynamique qui va permettre de remodifier les fondements sociétaux afin d'être au bénéfice de tous. Aujourd'hui, en fait, Global Progress se positionne avec des moyens conséquents et avec les moyens de ses prétentions. Et notre objectif aujourd'hui, effectivement, c'est de contribuer à un changement profond. Anne-Carine, comment est-ce qu'on pourrait résumer la vocation de Global Progress? Je dirais que la vocation de Global Progress, c'est d'enclencher un cycle vertueux d'amélioration pérenne des conditions d'existence de tous, au bénéfice de tous, et cette phrase est vraiment importante, pour que chacun et chacune puisse être fondamentalement, inconditionnellement, durablement heureux. Alors, une autre question qui revient en lien avec la première, c'est alors vous voulez changer le monde, mais quoi, vous pensez que les gens ne sont pas heureux? Mais c'est exactement ce qu'on pense, et non seulement on le pense, mais en plus on le constate. Les gens ne sont pas heureux. Sérieusement, les gens ne sont pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Je ne suis pas heureuse, il n'est pas heureuse, personne n'est heureuse. Quoi? Ben non, Non, sérieux. on est d'accord. Mais oui, C'est une cata. complète. Ouais, voilà. Alors Anne-Carine, finalement, bon, ok, ça c'est un constat, c'est factuel, le bonheur, mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Comme disait Balou. Mais déjà d'admettre Ouais. qu'on ne l'est pas, quoi. Je pense Ouais. qu'il y a... c'est assez difficile. Je peux comprendre qu'on ait une difficulté à le reconnaître, mais fondamentalement, regardons les choses telles qu'elles sont, quoi. Sur cette planète, personne n'est heureux. Qu'on soit jeune, moins jeune, homme, femme, qu'on ait des moyens, même quand on a des moyens, qu'on ait évidemment moins de moyens, quel que soit le continent où on est, personne n'est fondamentalement heureux. Je parle pas d'instants de plaisir, comme vous disiez, de moments de satisfaction qui sont en fait juste éphémères. Je parle véritablement d'un état, le fait d'être heureux. Et, Il y avait, je vous demande pardon, il y avait, je crois que c'est Alain Souchon qui en avait parlé dans une de ses chansons, dans Full Sentimental, je crois. Vous savez, le bonheur, c'est d'en avoir plein nos armoires. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein nos armoires. voilà, c'est ça, c'est exactement. Alors là, justement, c'est intéressant parce que du coup, on baigne dans cette illusion d'être heureux. Moi, je me souviens, il y a quelques années déjà, alors que je pense que je fais quand même partie des gens qui ont un parcours plutôt agréable ou privilégié. Et on m'a demandé, alors, citez-moi des moments de votre vie où vous avez été super heureuse, fondamentalement heureuse. Je peux vous assurer que pour répondre à la question, il m'a fallu réfléchir. Et c'était pas si simple. Et du coup, je l'ai posé autour de moi parce que je me suis dit c'est peut-être moi qui ai le problème, est-ce que je me sens un peu trop gâtée donc j'ai posé la question autour de moi et je la pose encore aujourd'hui et c'est super intéressant comme exercice parce que quand on pose cette question mais alors est-ce que vous êtes heureux, les gens vont répondre quoi, hein, oula, waouh, c'est une sacrée question, attendez, je vais réfléchir. C'est fou. Donc en fait on n'est pas véritablement heureux, on se donne l'illusion de l'être. Parce que pour diverses raisons, on court après un truc, on court, je pense, après la recherche de moments de satisfaction qu'on a envie de se créer, mais en fait, on passe à côté de l'essentiel. Et c'est ça qui vient en fait nourrir cette illusion, c'est
le fait de venir compenser, de venir avoir des moments de satisfaction, on vient le mettre sur oui, bah, du coup je suis content, tu sais, je suis allé faire un tour en moto ce week-end avec mes potes, du coup c'était un moment de satisfaction, bah oui, bah, du coup tout va bien quoi. Oui. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça, être heureux? Mais je ne le pense pas. Encore une fois, être heureux, c'est un état. C'est un état qui doit être naturel et durable. Alors, Et qui est hors contexte finalement. oui, pas lié à quelque chose. Ouais, comme effectivement, qui n'est pas lié à quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Alors, comme vous l'avez dit, on a tous envie d'être heureux et on cherche des compensations. Alors, il y a plein de formes de compensation. Il y a des compensations qui peuvent être dans l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va chercher du réconfort dans l'alimentation. Souvent une alimentation bien sucrée ou un peu grasse, quoi. La bonne pizza, le bon burger. Ou le tiramisu pour ceux qui aiment bien par exemple. Ça va être ça. Ça va être des compensations dans des moments d'escapade, les fameux loisirs. Et en fait, quand on formule, on cherche des parenthèses de vie. C'est hallucinant ça. On cherche des parenthèses de vie. Ah, c'était comme une bulle dans mon quotidien, quoi. Donc il va y avoir ce côté-là, il va y avoir le fait qu'on risque aussi de basculer dans des addictions. Et là, franchement, personne n'y échappe. Alors que ce soit la cigarette, parfois l'alcool, c'est plus douloureux, que ce soit même au sport, que ce soit le chocolat, on va basculer malgré nous dans des formes d'addiction. Parce que physiologiquement d'ailleurs, quand on rentre dans ces types d'addiction, bah, ça sécrète au niveau du cerveau une hormone qui est assez agréable, on appelle ça l'hormone du feel good. Wow, I feel good. On se sent bien, c'est la fameuse sérotonine. Mais encore une fois, parce qu'on est toujours en quête de cet état, sans réellement l'atteindre. Et un autre travers, c'est la vie par procuration. C'est-à-dire Notamment entre les parents et les enfants par exemple. exactement, c'est souvent répandu. Enfin, moi, quand on est parent, enfin, je pense que vous l'êtes aussi, mère, voilà, on a tendance, nous on se dit, bon, bah, on trime, on n'arrive pas vraiment à être heureux, mais si nos enfants sont heureux, on est heureux à travers eux, à travers leur sourire, à travers le fait de les contenter, et on bascule dans un autre travers. Alors que ce soit, je sais pas, c'est vrai que tous nos enfants ne sont pas destinés à devenir des avocats, mais quand ils réussissent une compétition de sport, ou qu'ils arrivent avec un devoir qui a bien fonctionné, enfin, voilà. Et là, du coup, ça nous remplit de joie, et on vit à travers eux. Ce qui, entre parenthèses, leur met une sacrée pression. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc la vie par procuration à travers nos enfants, mais pas que. Ça peut se faire à travers différents les fans. Regardez les fans de joueurs de foot par exemple. En fait, Oui, ça peut être ça peut être à travers des acteurs, ça peut être à travers un phénomène très tendance, c'est les youtubeurs ou les influenceurs qui nous décrivent des modes de vie mais absolument hallucinants, quoi. Des baraques immenses, ils sont tous tout beaux, toujours bien coiffés, bien maquillés, bien habillés, enfin, on se demande comment ils font, quoi. Alors on les regarde, c'est vrai que ça nous émerveille, c'est comme un échappatoire, enfin, c'est pas toujours cette espèce de bulle d'oxygène, puis après quand on éteint l'écran, on se retrouve dans notre quotidien, nos 30 mètres carrés qu'on a du mal à acquérir, quoi, de façon durable, enfin, c'est la misère. Donc on ferme l'écran et c'est la misère. Donc non, on n'est pas heureux et je peux comprendre que dans ce monde, c'est difficile d'admettre qu'on ne l'est pas. Maintenant, ce souhait d'être heureux, c'est un désir qui est planétaire, qui est universel, à tel point que vous parliez de bonheur tout à l'heure, il y a un réel marché du bonheur. tout à fait. Si on regarde, regardez, c'est les 10 dernières années, ou peut-être 20 dernières années, il y a eu une recrudescence de tous ces coachs du wellness. Donc c'est des personnes qui, et je sais de quoi je parle, vont vous apprendre à comment être heureux. Donc vous vivez votre vie, et puis à un moment donné vous vous dites, il manque un truc, et donc c'est quelqu'un à l'extérieur qui va vous aider à reconquérir votre bonheur, bien sûr en compensation de paiement, c'est-à-dire qu'un marché... Une petite contribution qui permettra de soutenir l'effort de guerre. C'est ça. Ok, donc une société où pour être heureux, maintenant il faut le redécouvrir et il faut payer pour le redécouvrir. Okay. Dans l'entreprise, c'est pareil. Ce sujet a complètement infiltré les courants de management. On a vu émerger tout ce qui est positive leadership, entreprise libérée, entreprise responsable, etc., etc. Parce qu'on s'est dit, mais c'est vrai, quand les gens sont heureux, alors quand les équipes se sentent bien dans leur peau, elles répondent mieux aux clients. C'est plus agréable d'avoir quelqu'un qui sourit. C'est vrai. Elles sont plus créatives. C'est sûr que quand quelqu'un est impliqué dans son travail, et puisqu'il est le même concerné, il arrive à trouver des solutions à des problématiques terrain. Et du coup, ça permet à l'entreprise finalement de bénéficier de cette performance supérieure, et du coup, c'est plus rentable d'avoir
Voilà. Mais alors, je vous pose la question, est-ce que être heureux, c'est être plus rentable? A priori, selon notre philosophie, absolument pas. Non. Et vous avez dit quelque chose qui était intéressant sur la notion de les gens en fait n'ont pas vraiment la possibilité de voir qu'ils ne sont pas heureux. C'est-à-dire qu'en fait finalement c'est ça en fait qui ressort aujourd'hui. C'est-à-dire que on peut se poser cette question-là, mais fondamentalement en fait on peut pas vraiment se la poser, comme si il n'y avait pas la place. Ah, vous voulez dire on n'a pas le temps de se la poser? Ben non, parce qu'on est pris dans cette espèce de tourbillon, et peut-être que ça nous arrange, parce qu'on n'a pas le temps de la poser, cette question, et on n'a pas l'espace, parce que finalement la réalisation de ça, on appelle ça des fois la crise de la cinquantaine, où là on a peut-être un peu plus de temps, parce qu'on a fait plusieurs expériences, mais la réalisation de ça fait que on peut décrocher. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que d'être heureux? C'est ça la question. En tous les cas, c'est pas ce que l'on vit, et c'est pas non plus un concept philosophique, parce que ça aussi c'est assez intéressant, c'est devenu une épreuve du bac, quoi. Est-ce que l'être humain peut être heureux? Alors la réponse est oui, je vous le redis, l'être humain peut être heureux dès lors qu'il vit dans un environnement qui lui donne l'espace pour l'être. En fait c'est dans notre nature, c'est dans la nature humaine et dans la nature au sens large que justement cette dynamique permette de pouvoir vivre dans l'évolution, dans l'épanouissement. Être heureux, c'est un élan naturel qui, quand il n'est pas brisé, c'est un peu comme la pulsion de vie, quoi. C'est se lever le matin avec le sourire, les yeux qui brillent, parce que d'un seul coup on se dit tiens, on va expérimenter un truc, on a le sens, on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, on a la possibilité de travailler sur un talent, de partager une de ses aspirations, de s'expérimenter, d'apprendre quelque chose, voilà, qui fait qu'on a cette forme de joie et de plaisir naturel qui nous habite continuellement. Et on n'est pas parasité par des soucis de « Ah tiens, est-ce que je peux faire ceci, cela ?» Des gens passionnés, on en a tous rencontré, je pense. Il y a effectivement une partie des gens aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils ont la chance de vivre de leur talent et de leurs aspirations. Mais en général, quand ils le font, c'est toujours au détriment d'autre chose. Et ça rejoint... au prix de quelque chose. Voilà, au prix ou au détriment de quelque chose. J'ai, comme vous, des amies qui ont eu des postes dont elles ont toujours rêvé. Mais ces postes-là, elles le payaient prix cher. C'est-à-dire que elles ne voyaient pas leurs enfants grandir. Ça donne parfois des séparations dans les couples parce qu'ils passent trop de temps au travail. Alors ça, c'est au niveau, on va dire, des cols blancs. Mais quand je vois... pareil, j'avais un boulanger, un homme extraordinaire. Passionné, passionnant. Il adorait son métier, quoi. Et à chaque fois qu'on allait le voir en lui disant tiens, j'ai envie de cuisiner tel plat, il était capable de nous conseiller un pain par rapport aux céréales qu'il avait choisies, par rapport à la farine, par rapport au temps de cuisson, etc. etc. Donc cet homme-là, il fait partie des chanceux qui aiment ce qu'ils font et qui vit de ce qu'il aime. Sauf que lui aussi, il n'échappe pas aux problématiques de trouver du personnel qui soit fiable et qui reste, à l'administration, à la fiscalité, etc. Et donc du coup, des gens comme lui, il faut qu'ils soient super endurants pour pouvoir persister dans le système tel qu'il est aujourd'hui, parce que le système est épuisant. C'est fait pour justement maintenir en fait toujours à ce niveau-là, parce que finalement là, on peut parler de considérations qui toucheraient éventuellement que les Occidentaux, mais c'est un principe où aujourd'hui finalement le contexte systémique fait qu'on est maintenu au mieux de cette manière-là, et que en fait il faut qu'on cherche toujours à rester à ce niveau-là, à pouvoir respirer, et du coup pas se poser de questions finalement, tout est fait pour ça. On n'a pas le temps de se poser les questions. Donc oui, l'être humain peut être heureux, fondamentalement heureux, dès lors qu'on casse cette espèce de dynamique actuelle de l'économie de la dette qui nous fait croire que pour être heureux, il faut avoir de l'argent, il faut gagner sa vie. Non, quand on vient dans ce monde, la vie, on l'a et on n'a pas à la gagner. Alors, un truc qui est intéressant, et je pense que tout le monde l'a vécu, c'est combien d'adultes et avant cela d'enfants ont eu leurs rêves brisés. C'est-à-dire qu'on leur a dit non mais laisse tomber, toi tu as envie d'être photographe, mais tu vas pas gagner ta vie à faire ça, quoi.
Alors qu'en fait, imaginez un monde où ça n'existe plus. C'est-à-dire, au contraire, on cultive et on demande aux enfants, mais qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? De quoi rêves-tu? Imaginez que ces enfants-là deviennent des adultes, et là vous obtenez, je sais pas moi, un architecte qui peut complètement se lâcher, créer des infrastructures complètement nouvelles, sans avoir à se dire « Ah mais non, ça c'est trop cher, on ne pourra pas le mettre en œuvre ». Ça va être, je sais pas moi, un boulanger, voilà, qui peut, encore une fois vous allez dire que j'adore le boulanger, c'est encore un exemple, mais qui peut du coup faire son pain au levain, et ça prend le temps que ça prend pour que la pâte elle gonfle, bien comme il faut, sans avoir à se soucier de « Ah bah là, j'ai un rendement de 30 baguettes à fournir aujourd'hui dans la journée ». Non, il ferait fi de ça, et il fait son pain, et il le regarde grandir avec amour, là, et ça donne envie, et du coup il y met une telle présence qu'il fait de la qualité. Et quand nous on mange après ce qu'il a créé, ça fait un bien fou. C'est tout aussi réconfortant, et c'est réconfortant durablement. Et ça peut être à tous les niveaux. Je suis sûre qu'au niveau de l'artisanat, vous avez plein d'exemples là-dessus. En artisanat ou dans des métiers qui, voilà, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, sans parler de cette notion de réussite par rapport à l'enfant qui va en grandissant dire mais non, mais comment tu vas gagner ta vie ou tu vas pas réussir. En fait, aujourd'hui, la réussite, c'est réussir à payer ses factures. Et finalement, si quelqu'un est dans un métier artisanal et qu'il aime son métier, il aime produire, il aime faire du bon travail, mais que derrière, en fait, il a la facture de ses fournisseurs à payer, la facture de l'administration à payer, ses salaires, et puis ses factures personnelles, et puis son énergie. Au bout du compte, en fait, sur toute sa journée, le fruit de son travail, il est obligé de le mettre dans des choses qui correspondent à autre chose, en fait, que ce qui est essentiel. Et au bout du compte, en fait, on se rend compte, et ça c'est quelque chose que tous les artisans connaissent de par le monde, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de sacrifier la qualité sur l'autel de la rentabilité. Et donc, même si on a la capacité de faire du très bon travail et qu'il faudrait prendre le temps pour, pour donner un résultat qui est vraiment magnifique, on est obligé de se contenter du minimum, éventuellement du correct si on a le temps, pour que juste ça fonctionne. Et du coup, en fait, c'est hyper contre-productif. Ce qui va être reproché par le client après, qui va dire « Ouais, vous n'avez pas fait ceci, pas fait cela ». Donc on en est encore au détriment de quelque chose. Et je rebondis sur un mot que vous avez dit qui est crucial et qu'on ne dit pas assez, c'est en fait aimer. Mais véritablement aimer ce que l'on fait. Et on sait tous que les émotions sont contagieuses. Donc imaginez un groupe de personnes de plus en plus grand qui mettent toute leur énergie au quotidien à aimer ce qu'ils font, à aimer ce qu'ils entreprennent. Je peux vous assurer que la contamination, pour parler de ce terme-là, elle sera vraiment, vraiment positive et agréable. Et on ne peut même pas se l'imaginer parce que c'est tellement pas ce qu'on vit aujourd'hui. Complètement. Puisqu'on est soit coupé, soit bridé dans cet élan.